Transition de passer la parole à Monsieur Algan qui nous a effectivement fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous en visio. Est-ce que vous nous entendez, Monsieur Algan? Oui, très bien. Vous m'entendez? Tout à fait. Donc écoutez, on vous passe la parole. Parfait, merci beaucoup. Bon, très, très heureux d'être parmi vous. Donc, j'ai été invité à présenter une étude que nous avons réalisée pour l'Institut Montagne, voilà, avec Marc Lazare et Olivier Galland. Est-ce que là, j'ai la main pour partager mon écran ou c'est vous qui faites défiler les slides? Allez-y, vous êtes autonome sur le partage normalement, vous devez pouvoir le faire. Parfait. Ok, est-ce que vous voyez mon écran là? Oui, vous pouvez mettre en affichage plein écran pour que ce soit... Là, c'est parfait, on est bon. Très bien. Donc, je vais juste rapidement vous décrire les principales conclusions de cette enquête, en commençant tout d'abord par un point méthodologique, parce que c'est assez important. Il s'agit d'une enquête vraiment en profondeur, notamment par la taille de son échantillon, plus de 6000 personnes, mais aussi où on a réussi à faire des points de focus à différents stades de la vie de notre jeunesse. On a tout un groupe entre 16 et 22 ans, donc en scolarité. Puis un échantillon, on se focalise sur les 19-22 ans qui rentrent sur le marché du travail, ce qu'on appelle les actifs précoces, et donc c'est très intéressant de voir un peu leurs aspirations ou leurs attentes en entrée. Et puis après, un troisième échantillon, plus de 25 à 30 ans, qu'on appelle des actifs avancés, où on va pouvoir mesurer aussi un peu le degré soit de désillusion, en tout cas de confrontation entre leurs aspirations initiales et la réalité du travail. Je souligne l'importance d'avoir ce type de dispositif, premièrement pour comprendre l'hétérogénéité de notre jeunesse. Voilà, ce qui nous a beaucoup frappé, c'est qu'il n'y a pas une jeunesse, il y a vraiment plusieurs jeunesses. Et on va essayer un tout petit peu de donner quelques typologies à la fin, sans rentrer dans des schémas caricaturaux, mais je pense que c'est vraiment très important d'insister sur cette hétérogénéité. C'est ce qui rend aussi les politiques publiques relativement complexes et difficiles pour pouvoir les appréhender dans leurs différences. Donc, je passe aux principaux résultats. Premier résultat, moi qui me semblait vraiment très intéressant avec mes co-auteurs, c'est vraiment d'aller à l'encontre de l'ensemble des discours que l'on peut avoir, soit de bouquins de gare ou alors de journaux, sur la grande... le sentiment d'une jeunesse rétif au travail, qui ne voudrait absolument plus travailler, rétif à l'autorité, rétif à l'entreprise, etc. Très sincèrement, je pense que ces discours déjà sont pas sérieux, mais surtout ils s'appuient quand ils s'appuient à la limite sur des enquêtes, c'est toujours sur des dispositifs d'enquête un peu de 1000 personnes ou alors de personnes sortant de grandes écoles. Lorsque vous avez un focus un peu plus large et qui aussi va en profondeur sur des jeunes qui sortent de lycées professionnels, qui sortent de filières courtes, etc., vous apercevez quand même que la vision par rapport au travail est très différente. Le point essentiel, première conclusion, c'est que en fait, les jeunes valorisent énormément le travail, mais ont une vision pragmatique du travail. Ça veut dire quoi une vision pragmatique? Ça veut dire que de notre échantillon, on trouve que 59% pensent que c'est plutôt un moyen de gagner sa vie. Alors après, il y a très vite la question du sens, et vous verrez qu'elle est vraiment très importante. Excusez-moi, 22% pensent que c'est un moyen de se réaliser personnellement, et c'est important. Mais voilà, la question de la rémunération revient très vite comme l'une des préoccupations les plus importantes. Et c'est pas une critique, c'est tout à fait légitime. Lorsque vous regardez le salaire moyen et encore plus le salaire d'entrée de notre jeunesse à l'heure actuelle, la rémunération en termes d'autonomie, d'accès à un logement, d'accès à l'indépendance est quelque chose de très très important.
Mais s'ils ne l'idéalisent pas, les jeunes ne rejettent pas le travail et je pense que c'est là aussi vraiment un peu un point très important de notre enquête. Vous voyez, on les interroge par exemple sur leurs souhaits concernant le fait de travailler plus par exemple pour gagner plus et 46% vous disent vouloir travailler plus pour gagner plus. 32% travaillaient autant qu'aujourd'hui. Et c'est plus élevé que si ce taux d'engagement dans le travail est plus élevé que ce qu'on trouve pour on va dire, les 35-55 ans. Donc, il y a un engagement très important de nos différents jeunes sur le travail. Autre point intéressant, c'est que quand on leur demande est-ce que vous voudriez continuer à travailler même si vous aviez suffisamment d'argent, d'accord, vous gagnez au loto, mais est-ce que vous mettez en retrait de la société ou vous continuerez à travailler? En fait, 79% disent qu'ils continueraient à travailler. Alors, beaucoup vous disent en changeant de métier. Donc ça illustre aussi un degré de frustration sur lequel je vais revenir du métier qu'ils occupent actuellement. Mais voilà, vraiment, principal enseignement, il y a un rapport peut-être plus pragmatique au travail qu'auparavant, mais une vraie volonté de s'engager dans le travail. Et je trouve que cette tension, on la retrouve aussi dans les secteurs qui sont les plus demandés. Vous avez, donc là je vous présente les secteurs les plus demandés en fonction de nos trois groupes, sur les scolaires, les actifs précoces et les actifs avancés en rouge. Et vous voyez que le secteur qui ressort en premier, c'est le secteur du luxe. Assez étonnant d'une certaine façon, mais certainement qui représente un imaginaire de salaire plus élevé, aussi d'aura de la France sur le milieu de la culture, des arts ou de métiers réalisés socialement ou alors d'influenceurs. Mais le deuxième secteur, ou les deux autres secteurs les trois autres secteurs, qui sont demandés juste après, c'est l'administration, le secteur de la santé et le secteur associatif. Et ce qui est très étonnant, c'est que vous voyez, la partie, par exemple, administration, elle est très demandée par les actifs avancés. Donc, comme s'il y avait... Donc, oui, la question de la rémunération, la question vraiment de la représentation, du prestige social est très élevée, mais la question du sens aussi, très vite, arrive. Autre enseignement, c'est vous voyez que les secteurs industriels, dans un moment où pourtant on a besoin de se réindustrialiser, sont quand même très délaissés. Ils sont souvent choisis par nos jeunes hommes, mais sur l'automobile, l'aéronautique, etc., tout ça arrive vraiment à la fin. J'aimerais insister aussi sur un autre point, c'est l'importance aussi du stress dans les secteurs qui sont demandés. Le stress et la gestion du stress est une question très importante. Et surtout pour les jeunes femmes. Il faut savoir que les jeunes femmes sont surreprésentées dans le secteur du service. Et dans le secteur des services, vous avez vraiment une relation bilatérale directement avec le client. Vous êtes moins protégé des interactions que vous pouvez l'être dans le secteur industriel. Et en fait, nos jeunes femmes font remonter en revanche le stress comme l'un des principaux critères dans le choix du secteur qu'ils veulent faire. Deuxième enseignement, c'est celui plus des frustrations au travail. Donc, notre dispositif d'enquête avait ceci de particulier qu'on interrogeait non seulement les aspirations de nos différents jeunes, dans quel secteur ils veulent surtout travailler, quelles sont leurs relations au travail, rêver, mais aussi qu'est-ce qui est vécu dans la réalité actuelle. Et c'est très intéressant, surtout pour les actifs avancés, pour ceux qui, petit à petit cheminent dans la rentrée au travail. Et ce que je vous représente ici graphiquement dans l'indice de frustration, c'est sur les différents critères des principales qualités dont notre jeunesse rêverait pour leur travail, comment c'est en adéquation ou en adéquation avec ce qu'ils vivent actuellement dans le travail occupé. Et là où vous avez le plus de distance, c'est pour vraiment la rémunération. Donc ça, c'est un vrai sujet de préoccupation. Et puis après, vous avez la question du stress, l'emploi sans stress qui vraiment génère le plus de frustration. Et ensuite, l'équilibre entre temps de travail professionnel et libre.
Et encore une fois, un emploi sans stress, c'est vraiment quelque chose qui revient surtout pour nos jeunes femmes. Pour la frustration, il y a deux résultats, moi, qui me semblent très intéressants, qui nous a beaucoup marqué. C'est le premier, c'est celui des filières. Vous voyez sur ce graphique, on a normalisé à 0 l'indice de frustration moyen, d'accord, quelle que soit la filière. Et ensuite, lorsque vous avez quelque chose de très positif, ça veut dire que vous êtes au-dessus de la moyenne en indice de frustration. Lorsque vous êtes négatif, c'est en dessous de l'indice de frustration. Et on trouve que cet indice de frustration est très élevé, tout d'abord chez diplôme de filière professionnelle dans les services, voilà, CAP ou Bac Pro dans les services. Et ça, l'une des explications, c'est la question de la rémunération, parce que ça combine rémunération pas très élevée et stress très élevé. Et puis le deuxième, qui arrive très vite, c'est licence ou master en sciences humaines et sociales. Donc ça, c'est aussi un peu un autre point. Ce sont des licences qui sont souvent assez valorisées par toute une partie de notre jeunesse, qui développent l'esprit critique, c'est très bien, mais qui peut-être sont beaucoup moins professionnalisantes et qui créent beaucoup de désillusions ensuite sur l'entrée du marché du travail. Et donc on a après, dans tous nos entretiens qualitatifs, vraiment des retours en disant bon, si on avait su, on aurait aimé avoir quand même un peu aussi des outils un peu plus opérationnels pour pouvoir rentrer sur le marché du travail. Deuxième résultat assez intéressant, c'est celui ou intéressant ou préoccupant, c'est celui de nos jeunes femmes. Lorsqu'on représente l'indice de frustration selon les sexes avec les hommes en bleu et les femmes en jaune, on voit que sur les questions de rémunération et de stress, les femmes sont beaucoup plus élevées que les jeunes hommes. Et j'insiste vraiment sur un point, c'est de dire aussi qu'on est... j'avais fait une note, un papier sur le titre, je crois que c'était Un même âge mais deux visions du monde. On s'aperçoit quand même qu'il y a aussi que nos jeunes hommes et nos jeunes femmes vivent de moins en moins dans le même monde en termes de valeurs également. Les jeunes femmes ont un niveau de satisfaction qui diminue. C'est le seul groupe, c'est vrai en France, mais c'est vrai dans pratiquement tous les pays occidentaux, c'est le seul groupe dont la satisfaction dans la vie diminue au cours du temps. Les jeunes hommes ont une satisfaction dans la vie relativement stable et qui augmente. Mais ça se retrouve après dans des valeurs où les jeunes hommes deviennent de plus en plus à droite et votent de plus en plus à droite, et les jeunes femmes votent de plus en plus à gauche, et avec des représentations sur les valeurs culturelles et économiques qui reflètent ces points. C'est pas un hasard. Je ne parle pas là de la France, mais on le retrouve un peu en France. Mais sur la question, par exemple, en Allemagne, les jeunes hommes ont voté majoritairement pour l'AfD, et les jeunes femmes, au contraire, pour le parti Linke, qui est le parti plus de gauche radicale en Allemagne. Autre point, qui est celui du rapport au management. Donc je rentre un peu plus dans la gestion de l'entreprise. Là encore, on a eu des résultats assez surprenants et complètement à rebours de cette jeunesse qui quitte silencieusement le monde de l'entreprise ou qui le conteste. C'est que vous voyez, il n'y a pas du tout de contestation forte de l'autorité hiérarchique. Il y a même un résultat quand même assez spectaculaire, c'est que 42% des jeunes suivent les instructions de responsables hiérarchiques en toutes circonstances. Voilà, et vous voyez, c'est pas du tout, ce pourcentage est beaucoup plus faible chez les personnes entre 35 et 45 ans, par exemple. 48% disent suivre les directives uniquement si elles sont convaincues, et puis 10% disent ne se fier qu'à leur propre jugement. Alors peut-être qu'on peut penser que 10% c'est élevé dans une entreprise, mais moi le résultat vraiment qui m'apparaît spectaculaire, c'est quand même le fait d'un respect des instructions hiérarchiques beaucoup plus élevé que ce qu'on pourrait entendre traditionnellement dans les médias ou dans les retours de certaines entreprises. En revanche, c'est clair que les jeunes ont une satisfaction mitigée à l'égard du management. On trouve que 1 jeune sur 3 sont même très critiques sur la façon
enfin, sur la relation managériale, et en particulier sur la reconnaissance au travail bien fait. Alors, c'est pas juste par rapport aux jeunes, c'est une spécificité du management à la française, très verticale. On a une éducation très verticale, on a des méthodes de management très verticaux, et une relation en général par rapport aux institutions relativement verticales. Mais vous voyez, parfois la question de la reconnaissance, il ne s'agit pas juste d'augmenter le salaire, il s'agit juste de dire merci à la fin d'un travail, ou de pouvoir avoir une culture du retour, une culture de feedback. Bon, on l'a pas beaucoup, et ça c'est une spécificité. Et les jeunes, pour le coup, vraiment le soulignent avec force. J'aimerais juste terminer en revenant sur des questions un peu d'orientation scolaire, parce que vous voyez, il y a un point qui nous a beaucoup marqué, c'est que dans la satisfaction par rapport au travail, l'un des éléments qui joue beaucoup, c'était la satisfaction par rapport à l'orientation. C'est-à-dire lorsqu'on interroge les jeunes sur qu'est-ce qui fait que vous êtes satisfait, ou qu'est-ce qui fait surtout, qu'est-ce qui limite un peu ces illusions perdues que vous pouvez avoir lorsque vous rentrez sur le marché du travail, est-ce que c'est la question de la rémunération, du sens et autres? En fait, il y a une variable qui vraiment ressort comme un déterminant très fort, c'est l'orientation scolaire. Donc ça a un impact déterminant sur la satisfaction professionnelle à long terme. Et le deuxième résultat très fort, c'est de dire aussi que, en fait, l'orientation et surtout les dispositifs d'orientation sont relativement institutionnels, sont beaucoup moins efficaces ou beaucoup moins présents pour ceux qui en auraient vraiment les plus besoin. C'est ce que vous voyez ici sur le graphique de droite, quand je marque l'aide familiale et l'aide institutionnelle reçue par les actifs en fonction de leur diplôme. Pareil, je normalise à 0 la moyenne des réponses. Et quand vous avez quelque chose de très négatif, ça veut dire que l'aide familiale ou l'aide institutionnelle est relativement faible. Et elle est en particulier très faible pour les brevets ou les CAP ou Bac Pro, là où l'aide institutionnelle devrait être la plus importante. Et ça, c'est vraiment un vrai problème, c'est qui a déjà été souligné par la Cour des comptes, c'est qu'on trouve des mécanismes institutionnels d'aide à l'orientation qui bénéficient à ceux qui en ont le moins besoin, d'une certaine façon, des personnes qui sont déjà très insérées et très accompagnées. Et puis j'aimerais juste avoir un dernier résultat sur cette question d'orientation et m'adresser surtout aux mamans. En fait, ce qui sort, la personne qui oriente le mieux, en fait, c'était les mamans. Alors malheureusement, un peu moins les papas, mais lorsqu'on interroge les jeunes en disant qui a été le plus décisif, avec qui tu as le plus parlé de ça, etc., c'est le rôle de la mère qui sort à 80% en tête des réponses comme le principal relais d'information ou d'échange sur l'orientation. Voilà, et je conclus juste en disant que c'est quand on regarde après vraiment avec un peu de recul nos résultats et sans vouloir tomber dans des caricatures, on a ici un tout petit peu de classer cette jeunesse hétérogène et on s'aperçoit en fait qu'on se retrouve avec trois blocs un peu à taille égale. Un bloc de frustrés, démotivés et fatalistes, d'accord, c'est à peu près 40%, 20% plus 18%. C'est vraiment très pragmatique pour eux, le travail, c'est utilitaire, c'est pour une rémunération. Je n'en attends pas beaucoup de sens, mais je ne remets pas en question pourtant ni le management ni rien, parce que pour moi, c'est vraiment de toute façon la partie qui me sert à vivre et ma vie, je la ferai ailleurs du travail. Bon, 40%, un peu plus d'un jeune sur 3, c'est quand même beaucoup. Donc, c'est ceux aussi qui sont, j'entendais tout à l'heure la problématique de la représentation politique, insertion, etc. C'est ceux aussi, effectivement, qui sont beaucoup moins politisés, beaucoup moins inscrits, qui votent beaucoup moins. C'est une jeunesse qu'on a du mal ensuite à aller chercher en termes de politique. Vous avez ensuite une jeunesse contestataire et rebelle, qui représente à peu près 30%, donc qui ne sont pas satisfaits de leurs conditions, mais qui expriment cette insatisfaction. Voilà. Et puis, vous avez le dernier tiers,
d'une jeunesse relativement satisfaite et mobile. Généralement, c'est pas uniquement les diplômes des grandes écoles. Par exemple, les diplômés des grandes écoles de SHS sont pas très satisfaits, mais vous retrouvez aussi, par exemple, tout ce qui est des personnes avec Bac+3 dans des filières professionnelles qui se sont insérées relativement rapidement et dont le niveau de satisfaction est élevé. Donc on trouve vraiment une jeunesse entre résignation et contestation. Et ça soulève aussi après plein de questions sur les représentations politiques d'une jeunesse très hétérogène, de plus en plus hétérogène entre les jeunes filles, entre les jeunes femmes et les jeunes garçons. Je dirais aussi une jeunesse hétérogène dans ses représentations politiques. À la fin, dans nos enquêtes, ce qui nous a beaucoup marqué, c'est quand même d'avoir le premier parti parmi les jeunes, c'est l'absence de parti. 50% ne votent pas, ne s'engagent pas. Et c'est très fort chez les frustrés, démotivés, fatalistes ou les satisfaits, voilà, qui sont un peu de toute façon retirés. Ensuite, le premier parti qui remonte dans notre enquête, qui est vraiment en profondeur, c'est le Rassemblement national, autour de 33%. Et puis après, vous avez la gauche radicale et le centre qui est pratiquement pas présent. Donc voilà, on se trouve quand même sur des équilibres relativement nouveaux par rapport aux enquêtes qu'on avait pu faire, ne serait-ce qu'il y a 5 ans, sur ce type de jeunes. Voilà, et je m'arrête là si vous avez une ou deux questions. Merci Monsieur Algan. Quelques instants pour Madame la déléguée du préfet, je vous en prie. Merci. Moi, alors je fais un focus sur les QPV, forcément. On sait que beaucoup de jeunes des QPV ont une orientation subie, donc forcément stress, etc., etc. Comment pourrions-nous rendre peut-être plus agile l'éducation nationale sur l'orientation scolaire. Vous disiez tout à l'heure que les jeunes qui bénéficiaient d'orientation n'était pas forcément la cible, et je pense que la cible elle se situe en QPV. Et comment faire coïncider les besoins nationaux en termes de profession, comment rendre tout ça plus agile, parce que voilà, les orientations subies, c'est assez terrible. C'est une grande question. Non, c'est une grande question et malheureusement, je n'ai pas de recette miracle. Et c'est sûr qu'en plus, dans les quartiers prioritaires, vraiment de la ville, c'est un point très, très important. Si vous voulez, je pense qu'on a un passif très important. Je suis navré, je ne serais peut-être pas consensuel. D'une éducation, d'un système éducatif, on va dire en général, relativement rétif au monde de l'entreprise. Okay, donc, de toute façon, il ne fallait pas que le monde d'entreprise rentre dans le monde éducatif, que ce soit au collège ou au secondaire. D'accord, c'est l'académique qui compte. Bon, et c'est très important que l'académique soit représenté et valorisé. Il y a une question quand même aussi un peu, petit à petit, d'avoir une agilité, une acculturation au monde de l'entreprise. Donc ça devient très fort, de toute façon, bien sûr, dans les filières techno et professionnelles. Dans les quartiers prioritaires, il y a une question aussi d'avoir un peu d'accès à des stages très importants du côté des entreprises. Donc vous avez ce stage de seconde qui a été mis en place. Et c'est bien, et vous voyez, c'est assez nouveau. On a eu le stage de troisième. Ça y est, on s'aperçoit que c'est peut-être bien d'avoir un stage en seconde. La grande question, moi, que je vois, si vous voulez, dans ce dispositif, c'est aussi de travailler sur ces stages, mais aussi sur sur le mindset, sur l'état d'esprit, excusez-moi, des jeunes qui se trouvent dans ces filières-là. C'est-à-dire, ce qui nous a vraiment frappé dans notre enquête, c'est le côté un peu, très fataliste.
De toute façon, on sera voué à l'échec. De toute façon, l'intelligence c'est inné, on est nul en maths par essence. C'est pas une question d'effort. On sait très bien que l'intelligence, c'est pas inné. Hein. L'intelligence, c'est comme un muscle, ça se travaille et au fur et à mesure qu'on l'exerce, petit à petit, les connexions neuronales se font. Mais ne serait-ce que ça, quand dans d'autres programmes, sur un programme qu'on appelle Motivation, où on travaille sur ça pour lutter contre la fatalité, je vous dis, c'est une spécificité française. 60% dans l'enquête PISA, des jeunes de 15 ans pensent qu'ils sont nuls en maths par essence, que c'est pas une question d'effort. On n'est pas avant-dernier, on est dernier de tous les pays de l'OCDE. Uniquement, en moyenne, 20% des jeunes dans les pays de l'OCDE pensent que c'est une question juste de chance d'être bon en maths et pas une question d'effort. Donc, on a vraiment un problème sur la façon dont on valorise, dont on lutte contre cette fatalité dans les gestes pédagogiques, etc. Enfin, je ne vais pas trop m'étendre, mais c'est un vrai problème. Donc, ces jeunes, quartiers prioritaires, pensent de toute façon que la société n'est pas faite pour eux, qu'ils sont nuls par échange. De les faire travailler sur des projets entrepreneuriaux. Nous, on travaille beaucoup aussi un peu là-dessus, sur un peu le jeune innovateur. On sait très bien, donc on a des programmes où le but, on sait bien que c'est pas nécessairement ils vont pas tous devenir entrepreneurs, mais qui réalisent un projet, qui reprennent confiance en eux, qui travaillent aussi un peu sur leurs soft skills, sur leurs compétences sociales, sur leur état d'esprit, c'est ultra important. Et après, excusez-moi, je suis très long, mais le vrai problème un peu aussi des quartiers prioritaires aussi sur ce stage de seconde, hein, pour un peu revenir très vite en orientation, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de stages. En fait, les stages de seconde, quand votre fils est à l'école alsacienne, vous le trouvez. Ok, quand vous êtes dans le quartier prioritaire, donc là, c'est vraiment une mission de concertation. On ne peut pas juste annoncer 3 semaines de stage en seconde s'il n'y a pas un accompagnement et un pacte des entreprises derrière. Merci Monsieur Algan. Je profite, Aline, j'ai vu que tu as levé la main, donc je propose à Aline Messaoudi, Université de Lille, de témoigner ou de poser une question. Alors, merci de me donner la parole. Donc, Aline Messaoudi, je suis directrice du service d'orientation à l'Université de Lille. Donc, je peux dire que vos propos me touchent beaucoup. Et tu peux parler un tout petit peu moins fort. J'ai l'impression que ça sature chez nous. Alors, je ne sais pas régler le son global. Juste, vas-y, Aline, donc service orientation de l'Université de Lille. Vous m'entendez? Volume normal. Alors dans ces cas-là, parle un peu moins vite. Peut-être que je suis désolé, j'essaie de trouver une solution très pragmatique. Vas-y Aline, je t'en prie. Bon, du coup, est-ce que là c'est bon? Est-ce que la vitesse et le volume sont bons pour vous? Bof? Dis-moi, Paul. Vas-y, écoute, on tend l'oreille. Vas-y, on t'écoute. Bon, donc je disais effectivement constat partagé, alors notamment sur les stages. Avant d'être à l'Université de Lille, j'étais à la ville de Roubaix sur la jeunesse. Et effectivement, les stages de troisième qui se font du coin importent peu au final. Donc il faut qu'il y ait effectivement un vrai engagement. Et concernant l'orientation des jeunes issus des quartiers prioritaires, juste pour effectivement témoigner qu'il y a différents projets qui existent. Donc l'Université de Lille et d'autres universités en France, nous on est lauréat d'un appel à projet PIA sur justement l'orientation. Et l'objectif, c'est bien d'aller dans ces quartiers prioritaires pour aller amener les jeunes vers l'enseignement supérieur et pas seulement l'enseignement universitaire, aussi le BTS, etc. Notamment pour les jeunes qui s'auto-censurent ou s'auto-censureraient. Et par rapport à la question des mathématiques, avec notamment la réforme du bac, on voit un recul notamment sur l'accès aux filières scientifiques techniques. Et donc il y a pas mal de projets qui se mettent en place par rapport à ça. En gros, la représentation des filles dans les filières scientifiques mathématiques, elle a reculé vers ce qu'il y avait il y a 20 ans. Voilà, c'était juste pour dire ça, qu'il y a effectivement des initiatives et une volonté quand même d'aller travailler sur l'orientation des jeunes des quartiers prioritaires. Merci Aline, ça a été un peu grésillant, mais on a quand même compris le sens, et surtout de la mission et de l'intérêt du PIA, effectivement, sur l'orientation vers l'enseignement supérieur. J'en prie.
Pouvez-vous nous présenter d'ailleurs? Oui, bonjour, Clotilde Charperel, je suis chef du pôle persévérance et lutte contre le décrochage au niveau du rectorat de Lille. Je voulais juste rappeler, comme on parle des dispositifs qui existent, rappeler le dispositif des cordées de la réussite qui permet justement de tenter de développer l'ambition scolaire de nos jeunes et principalement ceux issus des quartiers prioritaires de la ville. Voilà, donc pour expliciter aussi que ce dispositif s'étend d'année en année et que le lien entre le collège, le lycée et l'enseignement supérieur, on essaie par le biais de ces dispositifs de diversifier les choix d'orientation des élèves et de les amener vers plus d'ambition. Merci. Merci Clotilde. Est-ce que quelqu'un souhaite une dernière intervention au fond? Je t'en prie, il y en a deux. Bonjour, je m'appelle Julie Truchot, je suis éducatrice spécialisée à Halluin. Je voulais juste revenir sur la dernière slide où on parle des frustrés, non motivés. C'est possible de remettre ou pas? Monsieur Algan, si vous pouvez juste mettre peut-être la dernière slide dont on parle. En fait, je voulais juste savoir les premiers dont on parle, la non motivés, frustrés. Est-ce que c'est représentatif de tous les jeunes? C'était ça ma question. Non, c'est justement ce que je dis, c'est que on a essayé après de faire une typologie, d'accord, avec toutes les limites de classement. Et en fait, la partie qu'on appelle, quand on dit, et donc cette partie que vous représentez, ça représente 38% des jeunes. Ok, donc c'est pas tous les jeunes. Oui, mais c'est 30% des jeunes. Et dans ces 38%, c'est quel type de jeunes, c'est ça? Est-ce que c'est hétérogène ou... Non, mais on les retrouve souvent. C'est alors en type de profil, on va surtout retrouver des. On va avoir tout ce qui est partie filière professionnelle dans les secteurs. Donc, dans l'orientation, c'est surtout filière, on va dire BTS, IUT et puis lycée professionnel. Filière courte, surtout des jeunes hommes, d'accord? Et en fait, dans les jeunes filles, ce qui est assez intéressant, si vous voulez, c'est qu'elles aussi ont un niveau de contestation assez forte, mais n'arrivent pas à le traduire. Et ça, c'est un point très important. Donc, dans cette partie un peu limitée, c'est que vous avez les jeunes hommes étant plus présents dans l'industrie, ils ont des relais. Les syndicats sont beaucoup plus présents dans les industries. Vous avez des relais aussi un peu de dialogue. Dans les services et dans les parties un peu directement d'interaction, c'est plus compliqué. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous a vraiment interpellés. C'est que le niveau de frustration était beaucoup plus élevé chez les jeunes filles parce qu'elles ne se sentent absolument pas représentées et elles sont dans des secteurs où, de toute façon, les structures un peu institutionnelles de représentation comme les syndicats sont moins importants. Merci. Eric, On va brancher ce truc, voilà, merci. Merci Paul. Mais je voulais faire une remarque aussi concernant je vais revenir aussi sur les... Éric Gressier. Donc Éric Gressier pour le département du Nord, chargé de mission concernant les projets jeunesse des centres sociaux et les maisons des ados. Voilà. Je profite pour saluer Marie, voilà, c'est fait. Donc une petite remarque concernant les jeunes des quartiers politiques de la ville. On a parlé tout à l'heure les jeunes globalement d'un manque de colère, d'un manque de sujets qui les ferait se lever, etc. Je trouve que si on croise ça avec les données concernant la santé mentale des jeunes qui vont pas franchement très bien, c'est un peu plus inquiétant encore. Ne pas avoir de choses qui nous révoltent, qui nous indignent ou autres. Il y a une énergie, il y a une dynamique qui est plus là, je trouve. Concernant les jeunes des quartiers, la stat, elle est globale. Bien évidemment, la MEL s'adresse à toutes et à tous. On en est tous convaincus. Par contre, j'aurais bien aimé qu'on puisse focuser un petit peu sur ces jeunes de quartier. Ils ont des colères. Ils ont aussi des capacités de solidarité. Je les vois au travers des rapports d'activité, de ce que me racontent les directeurs de centres. Il n'est pas rare qu'il y ait des propositions qui émanent de leur part pour
de la solidarité. On va distribuer des casse-croûtes ou de la nourriture à des gens dehors, des choses comme ça. C'est toujours des choses qui les motivent fort. Ils se lèvent pour ça. Ils sont prêts à le faire, ça. Donc ça, c'est plutôt pas mal, contrairement à l'opinion qu'on a souvent d'eux. Par contre, ils ont aussi des choses à dire. Et les dernières émeutes urbaines nous le rappellent encore. Hein, il a suffi d'un déclencheur. Alors, déclencheur, c'est un doux euphémisme. Il s'agissait de la mort de Naël. Il y aurait à nouveau d'autres déclencheurs. Je pense que ça repartira à nouveau encore. Hein, et donc en rapport avec la stade globale où finalement on se motive pas trop, il n'y a pas trop grand chose qui nous fait lever, je pense que ça sera un peu plus aigu, un peu plus crispé sûrement sur ces quartiers, d'autant que pour ceux qui vont pas bien, c'est rarement le public qui va le plus facilement consulter au niveau de la pédopsychiatrie, au niveau même des maisons des ados, même s'il y a un effort qui est fait de leur part pour aller vers ces quartiers. Voilà, merci. Merci Eric, je vous en prie. Merci, bonjour, Emmanuelle Wattier-Ledbeur, je suis responsable à la Fondation de France Région Nord et coordinatrice d'une opération de mécénat collectif qui s'appelle Oh les jeunes et qui accompagne notamment des jeunes sur la métropole urbaine de Lille. Et moi je voulais juste rebondir sur une donnée qui a été présentée par Monsieur Galland sur la représentation, enfin le stress des jeunes filles en entreprise et qui correspond, enfin qui corrobore avec un élément sur la santé des jeunes que vous avez mis dans le mémo, où on se rend compte que 87% des jeunes filles sont stressées déjà en seconde. Et ça, je trouve que c'est une continuité, enfin en tout cas une donnée qui est importante à prendre en compte aussi sur la santé psychique des jeunes en général, mais qui est alertante particulièrement pour les jeunes filles. Merci. Je pense ne plus voir de souhait d'intervention, si quelqu'un. Très bien. Non, Monsieur Algan, excusez-moi. Oui, merci à vous une nouvelle fois pour cette présentation. Merci beaucoup. J'espère qu'on récupérera les documents pour permettre effectivement la diffusion large. Merci beaucoup, Monsieur Algan. Merci, au revoir à toutes et à tous. Merci. Juste